cliquer. Il ne faudrait pas que ça... Voilà. L'attachement et le conflit. Le conflit est la situation relationnelle incontournable pour s'engager à mettre plus de sécurité. S'il y a des situations relationnelles où il faut se concentrer sur la sécurité émotionnelle, eh bien, c'est dans les premières années de vie d'un enfant, répondre à ses besoins d'attachement, voir lorsqu'il est en situation de stress ou traversé par des émotions négatives, et accueillir tous les comportements d'attachement, même ceux qui sont du côté des émotions positives. Et la deuxième situation, vraiment, la perche qui nous est tendue pour mettre de la sécurité dans la relation, eh bien, c'est la situation conflictuelle. Alors, elle est incontournable. Pourquoi ? Eh bien, parce que le conflit est présent dans toute vie. On ne peut pas vivre sans être à un moment donné en conflit. Et même si on va quelque part tout seul, c'est bien possible qu'on soit en conflit avec soi-même. Donc, le conflit, la discussion, la confrontation à un autre, eh bien, c'est inévitable dans toute vie humaine. En général, on ne l'aime pas beaucoup. J'entends beaucoup de personnes dire « Ah non, mais il faut éviter les conflits ». Ou alors « Ah non, mais cette personne, elle aime les conflits, c'est pas possible, elle les cherche ». Évitons surtout de nous mettre en conflit. Et pourtant, c'est un moment important. Et c'est un moment important, d'autant plus que c'est l'expérience relationnelle pour le tout petit qui grandit jusqu'à l'adolescence, jusqu'à ses 23 ans, 25 ans. Eh bien, c'est la situation relationnelle qui va être fondatrice d'identité. Comme je vous disais tout à l'heure, il faut répondre aux besoins d'attachement et de sécurité d'un enfant. Il faut mettre de la sécurité relationnelle, c'est mieux, c'est toujours favorable, ça favorise énormément de choses. Et là, je vous renvoie aux 2 premières conférences pour pouvoir accompagner un enfant à grandir avec les facteurs de protection les plus favorables. Mais il y a une autre situation, vraiment une perche qui nous est tendue, c'est la situation conflictuelle. C'est grâce au conflit qu'un enfant va pouvoir aussi faire les contours de son existence et de son identité. La situation conflictuelle, le conflit, c'est un fournisseur d'émotions négatives. Et si vous vous rappelez, la théorie de l'attachement, le lien d'attachement, nous rappelle que nous, humains, nous ne pouvons pas rester dans un bain d'émotions négatives, qu'il nous faut réguler notre monde émotionnel négatif, c'est-à-dire les émotions désagréables, qu'elles peuvent être, si on ne les régule pas assez bien, qu'elles peuvent être particulièrement désorganisantes. Elles peuvent même impacter le développement cérébral d'un enfant. Et dans la situation conflictuelle, eh bien, on trouve forcément des émotions négatives. On va y revenir. C'est pour ça que j'ai appelé ça comme ça. C'est un fournisseur d'émotions négatives, le conflit. Et s'il y a un endroit où il faut mettre de la sécurité, où il faut s'engager à réguler et à apaiser les émotions négatives, eh bien, c'est bien dans la situation conflictuelle. La situation conflictuelle réclame un savoir-faire relationnel. C'est vraiment un endroit, un moment dans la relation où il faut avoir un minimum de méthodologie. C'est pratique et ça donne confiance. C'est rassurant d'avoir un peu d'outils, un peu de méthodo. Et puis, ça permet d'œuvrer de façon consciente à mettre de la sécurité, à mettre de l'apaisement, de la régulation pour pouvoir harmoniser ces relations. Il y a besoin d'un petit peu de méthodo et on va en parcourir quelques-unes de ces méthodes. S'il y a bien un endroit où on a besoin de sécurité, c'est le conflit. C'est forcément difficile de rentrer en conflit. Ça réveille en général de l'appréhension, de la gêne, de la colère. Ça crée forcément, même si elles sont en sourdine, des émotions négatives, des peurs forcément. Et
au plus on met de la sécurité dans ce moment relationnel, eh bien, au plus on se sent en confiance, on se sent compétent et on parvient à harmoniser nos relations avec les autres. Pour finir, eh bien, la situation conflictuelle, c'est vraiment le moment relationnel où on peut renforcer un lien d'attachement. Donc, vous vous rappelez, dans les autres conférences, j'ai pu dire il y a un lien d'attachement qui se crée à la naissance, progressivement, pendant 9 mois. Ce lien d'attachement va se construire sur la base des interactions réelles, vécues par l'enfant avec les personnes qui prennent soin de lui au quotidien. Pour quelques raisons que ce soit, pour toutes les raisons du monde, ce lien d'attachement, il peut être particulièrement sécure ou quand même teinté d'insécurité, voire d'éléments de désorganisation. Mais les cartes ne sont pas abattues pour l'éternité. C'est-à-dire que tout au long de sa vie, on peut travailler à la sécurité d'un lien et faire évoluer. Et la situation conflictuelle est la situation rêvée pour se mettre au travail, justement, de restaurer, de penser en termes de soigner, de penser le lien d'attachement à l'enfant. Ça va? Très bien. Bonne intro? Oui, c'était très bien. Tout le monde a envie de savoir la suite, c'est bon? Ah oui. Alors ce soir, quelques thèmes clés. J'ai fait une petite liste. On va pas aller profondément dans les outils. On va pas aller profondément dans la méthodologie. C'est une conférence, c'est pas une formation. Il faudrait faire un atelier pour pouvoir aller profondément dans les outils. Mais ce qu'on va faire, c'est on va ouvrir des fenêtres de réflexion sur le thème conflictuel. L'idée, c'est que vous puissiez éteindre votre ordinateur tout à l'heure et vous dire, tiens, ça a ouvert quelques axes de réflexion, quelques pistes qui resteront à creuser, bien évidemment. D'ailleurs, à la fin de cette conférence, comme d'habitude, je vous donne mes coordonnées. Si à un moment donné, vous voulez un complément d'information, vous voulez poser une question sur une formation, vous voulez créer un atelier, bref, pour pouvoir creuser un outil ou un autre, eh bien, nous pouvons toujours en discuter. Merci. Donc, ce soir, le thème clé, on va parler d'histoire d'attachement. On est forcément... on amène dans le conflit notre histoire d'attachement, forcément. On va parler de stratégie adaptative. Je vous rappellerai la définition. Je vous renvoie à la conférence numéro 1, principalement, où on a décrit de façon assez précise les stratégies adaptatives que l'on construit, nous, humains, dans le lien d'attachement à celui qui prend soin de nous. On va repasser bien sûr par le caregiving. Je vous rappelle, le caregiving sont toutes les postures parentales, les postures de la figure d'attachement, pas seulement les parents, mais la personne, l'adulte, plus fort, plus sage, qui s'est engagé auprès d'un enfant. Eh bien, il déploie un certain nombre de postures de son caregiving, de son prendre soin de l'autre. On va revenir sur cette notion de base de sécurité. C'est un incontournable de la théorie de l'attachement. La base de sécurité, je vous rappelle, la métaphore qui l'illustre le mieux, eh bien, c'est le porte-avions. 2-3 mots sur penser son approche. Il y a quelque chose qui va générer de la sécurité dans l'espace de la relation, c'est la conscience et la prévisibilité. Le fait de pouvoir dire à un autre ou à son enfant, voilà comment je m'y prends, voilà comment j'ai envie de m'y prendre, et c'est un tantinet réfléchi. Ma réaction n'est pas déconnectée de toute introspection. Vous voyez, je me pose des questions, je réfléchis, alors je me dis que je vais faire comme ça avec toi, etc. Et ça, pour le coup, ça peut mettre de la sécurité dans la relation. Ah, il y en a un micro qui est ouvert et qui fait un petit peu de bruit. C'est pas Marie-Dominique, non? Bon.
Pour finir cette conférence, nous passerons par le parenting style. C'est un modèle très schématique que j'ai trouvé plutôt intéressant pour que l'on puisse se repérer sur une map par rapport à la posture parentale qui va générer le plus de sécurité. Toujours un guide pour savoir moi, si je dois changer ma posture parentale, eh bien, vers quoi je me dirige, laquelle est la plus fondatrice de confiance et de stabilité. Voilà le programme pour ce soir. Alors, comment c'était pour vous le conflit? Là, pour le coup, je m'adresse à vous en tant qu'adulte qui avez une histoire d'attachement, une histoire conflictuelle, forcément. Oups, ça ne peut pas marcher. Et voilà, il y a un petit délai. Comment c'était pour vous? Est-ce que le conflit, ma foi, c'était permis? Est-ce que c'était soutenu? Allons-y, on n'est pas d'accord, parlons-en. Est-ce que c'était interdit? Ah non, interdit. On n'a pas le droit de dire les différends qu'on peut avoir, les différences d'opinion. On lisse. C'est interdit. Est-ce qu'il y avait une indifférence? C'est dire, conflit, pas conflit, ma foi, ça glisse. Est-ce que c'était permis le conflit pour vous quand vous étiez enfant? Mais il fallait être drôlement habile quand même. Il fallait savoir dire les choses, s'infiltrer, s'y prendre d'une certaine manière, etc. Est-ce que c'était mal supporté par votre entourage, le conflit? Est-ce que c'était au contraire encouragé? Allez, allons-y. Est-ce que c'était même forcé? J'ai pu entendre, moi, des personnes dire, dans notre famille, le conflit, le fait d'être perpétuellement en train de se confronter, c'est presque la norme. C'est presque comme ça qu'on se retrouve autour d'une table familiale. C'est on va y aller de nos différends et on va y aller frontalement. Et pour le coup, ça peut devenir aussi fatigant. La question que je vous pose ici, c'est qu'est-ce qui s'active en vous lorsqu'il est question pour vous de rentrer en conflit, de rentrer dans cet espace relationnel incontournable, que ce soit avec votre enfant ou que ce soit avec votre conjoint ou que ce soit avec vos parents. Comme je vous le disais en introduction, c'est là qu'on va voir se déployer les stratégies adaptatives que l'on a mis à l'intérieur de soi. Quand vous regardez votre enfant, vous allez voir comment il s'y prend pour pouvoir garder la personne qui prend soin de lui auprès de lui. Et notamment, là, pour le coup, aujourd'hui, dans la situation conflictuelle. Quelle stratégie il utilise? Quelle stratégie l'enfant met-il en place pour garder auprès de lui la personne chargée de sa sécurité? Un petit rappel de définition. La stratégie adaptative, c'est la meilleure solution relationnelle, la meilleure réponse de l'enfant qu'a trouvé l'enfant compte tenu des réponses de sa figure d'attachement. Vous vous rappelez, dans la première conférence, j'ai pu décrire de façon assez précise que dans les 9 premiers mois de sa vie, eh bien, en fonction de comment est-ce que ses parents lui répondent, cet enfant va se dire, bon alors, pour garder ma figure d'attachement près de moi, il peut se dire, je peux lui dire que ça ne va pas, je peux lui dire que j'ai besoin de lui, que j'ai besoin d'elle, elle va venir, c'est obligé, je peux faire ceci, je peux faire cela, c'est ça qui attire son attention, je sais comment garder ou ramener auprès de moi ma figure d'attachement. Ou alors, c'est un enfant qui, plutôt évitant, qui va dire, pour garder ma figure d'attachement pas très loin de moi, eh bien, il faut que j'en dise le moins possible sur mon désagrément. Si je suis fâchée, si j'ai mal quelque part, si je suis tourmentée, etc. Moins j'en dis, et mieux je garde ma figure d'attachement auprès de moi. Ou alors,
Une autre stratégie possible, c'est ça va déménager, je ne sais pas, elle répond pas, je ne suis pas sûre, etc. Il faut que je monte le son de mon appel pour avoir un tantinet de chance qu'elle puisse me répondre, mais le doute persiste. Quel est le comportement que l'enfant va mettre à l'intérieur de lui comme étant le meilleur moyen de garder auprès de lui sa figure d'attachement? Vous vous rappelez peut-être cette diapo issue de la conférence numéro 1 en octobre, où je vous faisais part de façon assez synthétique quand même qu'en cas de conflit, un enfant, un individu qui a bâti une stratégie adaptative plutôt évitante va avoir un peu de mal à rentrer en conflit. Il va plutôt dire « Oh, quel conflit? Il n'y a pas de problème. » On est forcément perdant. Il va activer en lui cette espèce de croyance que quand on n'est pas d'accord avec l'autre, il n'y a que des perdants. Parce qu'on n'y arrive pas à s'entendre, on n'arrive pas, les émotions négatives ne sont pas les bienvenues. Donc, il va éviter toute situation où les émotions négatives pourraient s'exprimer. C'est la stratégie adaptative où l'enfant, il va lisser ses émotions négatives. Il va lisser les situations de désaccord. Il ne va pas être en mesure de les reconnaître. Il va avoir beaucoup de mal à dire « je ne suis pas d'accord, je ne veux pas ça, je pense autrement, je vois les choses autrement ». Ça va être très compliqué pour lui. Et il aborde les solutions de façon purement pragmatique, c'est-à-dire une approche du problème un peu désaffectivée, une situation problématique, mais dépouillée de l'aspect émotionnel et plutôt une concentration sur quelque chose d'assez on fait, il n'y a qu'à, on fait comme ça et on ne ressent pas. Donc, dans l'espace de la relation, lorsqu'un enfant a mis à l'intérieur de lui plutôt une stratégie adaptative évitante, je vous rappelle que ça n'est pas grave, c'est simplement un petit manque de compétences ou de compréhension de son monde interne. Mais on n'est pas de la côté de la pathologie. Hein. Rappelez-vous ce qu'on a pu dire dans les autres conférences. Eh bien, cet enfant va avoir beaucoup de mal à pouvoir aller se confronter à un autre, à cet autre, pour pouvoir faire les contours de sa personne. Il ne dit pas son désaccord, il regarde et écoute ceux qui négocient et argumentent, il va être plutôt en retrait. Il ne va pas participer à la mêlée, même s'il a des choses à dire. Il reste en retrait, il nie ses ressentiments, même s'il les sent, à demi-mot, à demi-teinte en lui. Il sent qu'il y a quelque chose qui le tourmente, mais il va avoir beaucoup de mal à pouvoir dire que ça le tourmente. Et il va pouvoir agir sans parole. Il va faire un petit peu en douce. Il va faire ce qu'il veut. Il va aboutir à ses choix comme il peut, mais sans se confronter dans la relation et sans mettre à jour ce qu'il pense, ce qu'il veut, ce qu'il préfère, ce qui lui déplaît. À l'intérieur de lui, la troisième colonne que vous voyez ici, j'espère que vous voyez mon curseur qui tourne. Oui, vous le voyez, mon curseur? Oui. Eh bien, à l'intérieur de lui, ce sont les états mentaux. Il se dit, si je m'exprime négativement, ça va barder pour moi. Il l'a appris. Mieux vaut se taire et attendre. Voilà comment il gère le conflit, c'est on attend, on ne s'exprime pas trop, le moins possible, et on patiente. C'est encore le meilleur moyen de rester intégré, de rester connecté à sa figure d'attachement, c'est de ne pas rentrer en conflit avec elle. Pas ouvertement en tout cas, et pas d'un point de vue émotionnel. Donc on sent que les émotions négatives ne peuvent pas vivre dans l'espace de la relation. Et puis il est plutôt à dire « oh, on verra bien ». Donc on sent le retrait. De l'autre côté, vous voyez le curseur sur cette ligne-là,
c'est décalé sur la droite, on est plutôt du côté de la stratégie ambivalente. L'enfant qui a bâti cette stratégie adaptative-là dans l'espace de la relation avec sa figure d'attachement, eh bien, la situation conflictuelle, la situation qui fait qu'on n'est pas d'accord, va être particulièrement angoissante. Et là, pour le coup, on va voir monter énormément d'émotions négatives. Et ça va revenir souvent. Rappelez-vous, l'enfant qui est plutôt d'une stratégie adaptative ambivalente, ambivalente résistante, si on met le mot en entier, eh bien, elle n'est pas très compétente dans la régulation de ses émotions négatives. C'est très laborieux parce que son système d'attachement est toujours activé. Un peu comme si on activait la peur, elle active l'effroi, elle active la crainte, elle active l'angoisse. Vous voyez, un peu comme si on met de l'huile sur le feu. Là où l'évitant, lui, il va plutôt éteindre le feu, éteindre la fumée. Vous voyez, c'est vraiment deux stratégies émotionnellement très opposées. L'inconvénient, lorsqu'on a construit une stratégie adaptative plutôt du côté de l'ambivalence résistant, eh bien, on va ruminer beaucoup. Eh bien oui, il y a des émotions négatives, elles ont beaucoup de mal à se calmer, elles sont plutôt en surface, elles se font connaître et elles se font connaître notamment par rapport à la rumination. Un problème ne se résout pas avec une personne plutôt ambivalente. On tourne en rond, on y revient et ça a du mal à se calmer. Et puis on en reparle. Et puis l'enfant se relève le soir pour revenir sur la difficulté qu'il a eue, etc. Donc une grande difficulté à réguler les émotions. La peur de l'abandon et du rejet est très importante. Et c'est ce qui fait d'ailleurs que la peur et l'appréhension et le doute n'arrivent pas à se calmer. C'est qu'il y a la crainte, l'incertitude que le parent va garder le lien, va être là, il va répondre à son besoin. L'autre n'est pas digne de confiance. Il n'est pas sûr, en fait. Il doute, pour une part, de la confiance qu'il peut donner à l'autre. Les émotions négatives sont débordantes et la peur est envahissante. Les discussions sont sans fin. Les coups de fil, si c'est un enfant qui a déjà son téléphone à 10 ans, 12 ans, 15 ans, eh bien, les coups de fil sont intempestifs, longueur à la résolution. On a l'impression qu'on ne s'en sort jamais d'une situation conflictuelle, mais c'est surtout l'émotion qui prend beaucoup de relief. En fait, la solution, elle ne serait pas très loin, mais c'est l'émotion qui prend du relief. La confusion peut s'installer, les interprétations sont démesurées. Les interprétations du comportement de l'autre, des intentions, des attentes de certains. Dans l'espace du conflit, il y a beaucoup d'interprétations qui sont démesurées. Qu'est-ce que se dit cet enfant? Quels sont ses états mentaux? Mais qu'est-ce qu'il va penser et faire si je m'exprime? L'angoisse règne. Je vais forcément me faire rejeter. C'est une certitude. Et ça l'angoisse beaucoup. Il me dit ça, mais est-ce qu'il le pense? Vous voyez comme le doute est toujours là? On sent que c'est difficile de rentrer en conflit lorsqu'on a l'impression qu'on ne peut pas se reposer sur la relation avec certitude, avec confiance et en étant certain qu'on va être accueilli. Vous voyez, ça rend les choses difficiles. Il a cette certitude à l'intérieur de lui qu'il va être haï, qu'il ne va pas être accueilli avec la peur, la colère, la révolte que l'on ressent souvent dans une situation de conflit. Il peut crier au secours, je ne sais pas comment m'y prendre, au secours, je n'arrive pas à me réguler. On est toujours dans l'histoire d'attachement, celle de l'enfant, comment elle se construit, la vôtre peut-être, éventuellement votre histoire d'enfant, de petit enfant. Quand on a une stratégie adaptative plutôt du côté de la sécurité, vous voyez, eh bien, voilà comment on aborde le conflit. Eh bien, on envisage le conflit comme intéressant et parfois nécessaire. C'est presque une situation relationnelle banale. On n'a pas forcément spécialement peur. Ça ne veut pas dire que c'est agréable de rentrer en conflit. Ça ne l'est jamais vraiment. Mais c'est une situation où l'enfant va pouvoir
ma foi, aller sur ce terrain-là sans une appréhension particulière. Parce qu'il a vécu dans la relation au quotidien que c'était faisable et qu'il n'y laissait pas des plumes, qu'on pouvait tirer des bonnes choses. Alors, des bonnes choses ou des mauvaises choses, mais en tout cas des résultats. On pouvait tirer des résultats et que la relation n'était pas entamée par la situation conflictuelle. Donc, il conçoit le conflit comme l'occasion d'échanger des points de vue et de mieux se connaître. Les émotions négatives ont leur place et s'ajuster dans la vie, c'est normal. On ne peut pas toujours être d'accord et vous voyez, c'est rentrer dans son schéma de perception de la vie, petit à petit, au gré des relations conflictuelles gérées avec ces figures d'attachement. Donc, il se sent autorisé à exprimer son point de vue, il cherche à comprendre celui de l'autre, s'il est plutôt du côté de la stratégie adaptative sécure, eh bien, il va avoir cette possibilité, à un moment donné, de lâcher sa perception pour pouvoir envisager la perception de l'autre. Ce qui est très difficilement faisable par une personne qui est plutôt de stratégie ambivalente parce qu'elle est débordée par ses émotions. Et ce qui n'est pas très facile à faire quand on a plutôt une stratégie évitante, étant donné qu'on est dans la fuite et l'évitement et on est en train de lisser. Donc, on n'est pas disponible et pas disposé à écouter le monde de l'autre. Donc, il cherche à comprendre le monde de l'autre et la valeur de soi ne disparaît pas dans le conflit. Ça, c'est vraiment typique de la sécurité, de la stratégie adaptative sécure. C'est que la valeur de soi, le sentiment d'être quelqu'un, ma foi, de respectable, ne disparaît pas lorsque l'on est en conflit. Là, au niveau de la stabilité narcissique, c'est vraiment confortable, on va dire. Il exprime ses ressentis, il cherche à les réguler, à les légitimer et réciproquement. Alors, attention, ça ne veut pas dire qu'il faut idéaliser la stratégie adaptative sécure. Être sécure, c'est plus confortable pour un tas de raisons qu'on a pu aborder dans les 2 autres conférences. Mais ça ne veut pas dire qu'on ne ressent pas des choses douloureuse, vous voyez. La peur, c'est la peur, l'angoisse, c'est l'angoisse. C'est seulement comment est-ce qu'on va se charger dans l'espace de la relation de son monde intérieur et de ses émotions négatives qui traversent. C'est ça la stratégie sécure. C'est pas qu'on ressent rien, c'est que quand on est traversé par des émotions négatives difficiles, on est plus équipé pour y faire face et trouver de l'aide et trouver dans l'espace de la relation des moyens de réguler et de trouver des issues. On est plus équipé. Que va se dire cet enfant à l'intérieur de lui? Quels sont ses états mentaux, comme on dit? Eh bien, il va se dire, c'est jamais agréable de rentrer en conflit, c'est sûr. Si on pouvait éviter, ce serait super. Mais s'il le faut, on va se parler et puis on se comprendra mieux, sans doute. Et on a au moins les choses seront claires et on sera fixé. Mieux vaut se les dire comme on les vit et puis on avancera. Vous voyez, c'est pris comme une situation non recherchée, pas forcément agréable, mais sincèrement pas agréable. Mais c'est pas dramatique et la personne, l'enfant, ne perd pas de vue qu'il a les moyens de faire quelque chose. Dans son sens ou dans un sens contraire à ce qu'il veut. Ça, c'est... Alors, le caregiving sécurisant et le conflit. Comment appeler en soi les dimensions d'un caregiving? Alors là, on se met en position du parent. On met vraiment la lumière sur la posture parentale. Le caregiving, c'est prendre soin, mobiliser à l'intérieur de soi les compétences parentales de prendre soin de l'autre. Comment est-ce qu'on peut activer en soi un caregiving sécurisant dans le conflit? C'est ça la question. Je vous rappelle que les 3 piliers que j'ai pu mettre en forme lors de la 2e conférence, c'est le pilier de la sensibilité, le pilier de la proximité et le pilier du partenariat.
Si on doit se donner des repères à un moment donné pour être plus au clair sur ce que c'est que le caregiving, eh bien, voilà la proposition de ces 3 piliers. Il y a l'écoute, le réconfort, l'apaisement, la compréhension que l'on peut mettre dans l'espace du conflit, les prises de conscience, le mouvement, être en mouvement, éviter d'être figé dans quelque chose, voyez, faire évoluer la relation, s'adapter à cet enfant qui évolue et qui change et qui se transforme forcément. S'ajuster toujours et encore dans l'espace de la relation, viser la réparation, je répare le préjudice vécu ou je demande réparation d'un préjudice vécu, subi. Et on peut aussi y mettre de la créativité. Donc globalement, le caregiving sécurisant dans le conflit, eh bien, il peut être empreint de toutes ces dimensions-là. Mettre de la sécurité dans le conflit, eh bien, ça voudrait revenir à faire vivre l'altérité. C'est-à-dire que si moi, parent, figure d'attachement, je suis mobilisée et engagée vis-à-vis de cet enfant, eh bien, je me dois d'appeler en moi toutes les compétences de caregiving. Je fais ce que je peux pour activer tout ça, bien évidemment. Mais je vais essayer, dans la mesure du possible, de faire vivre l'altérité. C'est-à-dire, on est 2 dans la relation. Pour le coup, on n'est pas d'accord puisqu'on est dans le conflit. Mais nos valeurs respectives ne changent pas. Nous avons la même valeur, même si nous ne sommes pas d'accord. Si je suis en posture d'activer mon caregiving vis-à-vis de l'enfant vers lequel je me suis engagée, qu'il soit petit ou grand, eh bien, je vais favoriser l'accueil des émotions négatives. On verra plus précisément tout à l'heure. Je vais laisser la place aux émotions négatives. C'est pas moche d'être fâché. C'est pas vilain d'être en colère. C'est pas honteux d'être triste. C'est pas insupportable la vexation. Ça peut se vivre. Et si on veut mettre de la sécurité dans le conflit, eh bien, on peut laisser vivre ces émotions négatives. Ben oui, tu es en colère. Ben moi aussi, je le suis. On est fâché. On est vexé. Voilà, on peut vivre les émotions négatives dans l'espace de la relation. On peut développer des compétences relationnelles, favoriser le comment on s'y prend ensemble. C'est ça la compétence relationnelle. Comment est-ce que je te demande de me dire les choses? Comment moi je vais favoriser le fait de formuler les choses d'une certaine manière? Comment est-ce qu'on va faire ensemble? C'est vraiment l'espace du conflit qui va nous permettre de nous améliorer dans nos compétences relationnelles. C'est là qu'on va pouvoir favoriser le droit au différent. Et je crois que c'est très utile dans la vie d'avoir ce droit-là à l'intérieur de soi, où que l'on aille, de mettre cette certitude que l'on a le droit de ne pas être d'accord, qu'on a le droit de ne pas adhérer aux idées des autres, qu'on a le droit de proposer de sa place à soi, eh bien, sa perception de la réalité, sa perception des solutions, la perception d'une situation. Je pense que c'est très utile dans une vie de mettre ce droit au différent à l'intérieur de soi. Je pense aussi que vivre le conflit sans perdre l'estime de soi, eh ben c'est très pratique. Et en fonction de ce que l'on a vécu dans les espaces conflictuels de sa vie, eh bien, ce n'est pas forcément toujours évident. Conflit peut rimer avec perte d'estime de soi, aux yeux de l'autre, aux yeux de moi. Je peux me trouver très nulle, ou je peux craindre d'être très nulle aux yeux de l'autre. Et donc, l'estime de moi-même est entamée, est abîmée. Si on s'engage à mettre de la sécurité dans le conflit, eh bien, on fait vivre à notre enfant que le conflit n'entame pas la valeur que l'on a, qu'il a, l'estime de soi, que même fâché, on garde de la valeur, respectivement.
On peut accueillir en soi les émotions négatives sans crainte. Alors, ça ne veut pas dire sans les ressentir. Hein. Ce n'est pas quelque chose de très superficiel. Oui, je suis en colère. Non, la colère, ça se vit, quoi. La colère, c'est dans le ventre, c'est dans les doigts, c'est de l'électricité, c'est de l'intensité, c'est de la chaleur. Il ne faut pas se mentir. La colère, c'est de la colère. Ce n'est pas une colère intellectuellement pensée, vous voyez. Une vraie colère, ça existe. Un vrai chagrin, ça existe. Et ça peut se vivre dans la relation sans craindre que ça casse la relation. C'est ça que je veux dire. Accueillir en soi les émotions négatives sans crainte, c'est pas sans ressenti, ça peut être très intense, mais on n'a pas peur que ça fasse effondrer la relation, ni soi ni l'autre. Et puis, mettre de la sécurité dans le conflit, eh bien, c'est l'occasion de vérifier que le lien n'est pas entamé par le différent. On peut être fâché, on peut être pas d'accord, on peut être vraiment très en difficulté pour trouver des solutions réciproques, mais notre lien n'est pas coupé pour autant. Et ça, c'est quand même drôlement sécurisant. Alors, comment, plus précisément, comment activer en soi un caregiving sécurisant? La priorité, c'est la régulation des émotions négatives. J'aurais pu vous faire une jauge d'intensité des émotions négatives. On peut ressentir une colère à faible intensité, on peut ressentir une colère à moyenne intensité, et on peut ressentir une colère qui peut se transformer en rage à très forte intensité. En fonction de l'intensité, bien évidemment, on ne va pas avoir la même attitude, on ne va pas avoir la même capacité d'écoute, de compréhension, et ni de formulation de son monde, ni de considération des arguments de l'autre, bien évidemment. C'est pour ça que la priorité dans un espace conflictuel, c'est la régulation des émotions négatives. Ne pas laisser les émotions négatives monter en intensité. Veiller à, autant pour soi que pour l'autre, veiller à avoir une posture régulatrice suffisamment pour permettre à l'émotion négative de rester dans une intensité pas trop forte à l'intérieur de soi, pas trop intense. Et c'est ce qui va permettre à la discussion, l'argumentation, l'exploration du problème. Je vous rappelle avec cette diapo ici, en rose, de la balance, système d'attachement, exploration, cette diapo que nous avons vue à la conférence numéro 1 en octobre, que la sécurité du lien d'attachement, c'est justement cette balance, c'est l'équilibre de la balance. La sécurité dans la relation, c'est pas ne rien ressentir, c'est pas éviter de se sentir en détresse à un moment donné. Non, l'enfant, il a besoin de sentir que son système d'alarme, système d'attachement activé fonctionne, mais il a besoin de trouver des réponses régulatrices pour désactiver son système et retrouver l'homéostasie, c'est-à-dire la stabilité émotionnelle. Parce que de l'autre côté de la balance, il y a l'exploration. Je vous rappelle que grâce à cette balance qui nous est issue de la théorie de l'attachement, on comprend que lorsqu'on est soumis à une intensité d'émotions négatives, un système d'alarme qui s'allume, colère, rage, peur, angoisse, eh bien, nous ne sommes pas en mesure d'activer notre système d'exploration. Notre système d'exploration s'éteint ou alors est malmené. Donc, pour pouvoir faire l'inventaire d'une situation, s'engager à la compréhension d'une situation problématique, il faut un minimum de capacité d'exploration. Regarder une situation, tenir compte des faits. Ben oui, l'enfant, il a laissé ses chaussures de foot crottées devant la porte. Oui, en effet, c'est un fait. Le problème, c'est ça. Papa réagit comme ça, maman réagit comme ça. Elle a ses raisons. Quelles sont les conséquences de mes actes? Enfin bon, tout ça, c'est de l'exploration. Si l'enfant, si moi, l'enfant, je suis aux prises à un système d'attachement activé, c'est-à-dire des émotions négatives très fortes,
Eh bien, je ne peux pas partir à l'exploration du problème. Pourquoi c'est un problème? Pourquoi on n'est pas d'accord avec moi? Je ne comprends pas. Il faut réguler les émotions négatives, trouver s'attarder sur le monde émotionnel, le mien, le sien, moi parent, lui enfant, dans quel état émotionnel nous sommes, et rassurer quelque chose à un moment donné avant de parler du problème. On ne peut pas demander à un enfant, et même nous adultes, on ne peut pas gérer nos conflits lorsqu'on est aux prises à des émotions négatives intenses. C'est très compliqué. Parce que l'émotion négative, elle va nous empêcher de formuler avec des mots. Elle va nous empêcher de nous concentrer sur les faits de façon objective. On va déformer la réalité. Les émotions négatives, eh bien, elles nous font voir un peu les choses en noir et blanc. C'est un peu caricatural. On est capable de faire preuve de compréhension, de nuance, lorsque nos émotions négatives sont suffisamment basses. Donc, on peut explorer le point de vue d'une personne, on peut s'intéresser au point de vue d'une autre personne lorsque on a un système d'attachement qui est relativement désactivé, c'est-à-dire des émotions négatives qui sont relativement suffisamment apaisées. C'est pour ça que la priorité, lorsqu'on veut s'engager à la résolution d'un conflit, eh bien, c'est de veiller à le faire dans un état émotionnel négatif suffisamment bas. Si je suis en position de parent, pour le coup là, c'est le cas, c'est caregiving sécurisant, je vais veiller, moi, à être dans un état émotionnel pas trop haut. Comment est-ce que je peux accueillir les émotions négatives de mon enfant si moi-même, je suis débordée par la colère et la rage? Ce n'est pas possible. Il vaut mieux prendre le temps pour pouvoir apaiser tout ça et reparler de la situation problématique après. Il y a un contexte émotionnel favorable à la discussion d'un conflit, à la discussion et à la recherche de solutions. Les émotions négatives ne font pas partie de ces situations favorables. Il faut apaiser quelque chose. Donc moi, je vais m'apaiser d'abord, moi parent, ou alors, si je suis suffisamment en possession de mes moyens de régulation émotionnelle, eh bien, je vais m'engager en priorité à calmer la colère, la rage, le mécontentement, la vexation, la tristesse, toutes les émotions négatives de mon enfant. Ça va être la priorité. Le conflit, en général, même si c'est à petite dose, vous voyez, sur la jauge, chaque émotion nommée sur cette slide peut être à un niveau bas comme à un niveau très haut. On aurait pu faire une jauge. D'ailleurs, quand je travaille en formation, on fabrique des jauges pour pouvoir situer de façon la plus objective possible l'intensité de chaque émotion. Le conflit convoque forcément, même si c'est en sourdine, convoque la peur, la colère, la blessure, le stress, donc la tension, l'incertitude, la gêne, la douleur. Et juste en passant, je vous rappelle qu'en fonction de notre histoire d'attachement, eh bien, on n'a pas les mêmes compétences pour pouvoir gérer tout ça. Alors, pour être très concrète, renforcer la sécurité dans le conflit lorsque je suis en situation de caregiver et que de caregiver le plus sécurisant possible. Je vous rappelle qu'on n'est pas obligé d'être un superman de caregiving, qu'on peut être suffisamment sensible. Eh bien, je m'engage à reconnaître l'émotion en moi et en l'autre. Oui, je suis fâchée. Oui, je suis en colère. Oui, je suis mécontente. Ça me peine, ça me lasse. Et c'est sincère. Vous voyez, je nomme les émotions et je les reconnais aussi chez l'autre. Je les nomme et je les respecte. Je retiens en moi les jugements et les étiquettes. Pour le coup, quand on est très énervé, par moments, il y a des noms d'oiseaux qui peuvent sortir. Et puis des jugements. Des étiquettes, de toute façon, avec toi, c'est toujours pareil. Mais de toute façon, j'en attendais pas moins de toi. C'est vraiment un problème avec toi. Enfin, vous voyez, tout ce qui va
coller une étiquette sur le front de l'enfant, eh bien, quand on est excédé, quand on est fatigué, et puis quand parfois des situations relationnelles lassantes se répètent, eh bien, c'est très, très vite fait de coller une étiquette sur le front de son enfant ou de le juger. Eh bien, oh, mais quel sensible, oh là là, mais il fait des histoires, mais c'est pas possible de faire autant d'histoires pour si peu. Enfin, vous voyez, tout ça, c'est du côté du jugement. Pour le coup, si j'essaye d'avoir une posture, un caregiving le plus sécurisant possible, eh bien, je vais retenir en moi les jugements et les étiquettes qui se pointent allègrement, parce que aussi, je suis traversée par des émotions négatives. Au mieux, j'y arrive, eh bien, au plus, je mets de la sécurité dans l'espace de la relation. Je vais accueillir et prioriser l'apaisement, au moins la considération. Le simple fait de dire « nous sommes fâchés, nous sommes en colère ». Et là, pour le coup, on est mal barré pour pouvoir se comprendre et pour pouvoir s'écouter. Il faut d'abord qu'on se calme. Il faut d'abord qu'on trouve un moyen de s'apaiser. Alors, ça peut être chacun dans son coin, ça peut être un câlin, ça peut être quand un enfant est petit, on va le câliner pour pouvoir, s'il est d'accord, bien évidemment, mais il vaut mieux, quand on est en conflit, prendre le temps de s'asseoir, de respirer, on reprendra les choses plus tard, mais la priorité étant du côté d'une action régulatrice. On va suivre son tempo, mon tempo, en tant que parent. J'ai un tempo de régulation émotionnelle. Tout le monde ne se régule pas à la même vitesse. Au mieux, je respecte ma cadence de régulation. Eh bien, au plus, je mets de la compétence régulatrice dans la relation. Et puis, je vais tenir compte du tempo de l'autre. Il y a certains enfants qui se régulent très vite. Et puis, il y a d'autres enfants qui mettent, parce qu'ils sont comme ça, c'est leur tempérament, eh bien, ils mettent un peu de temps à se réguler. Eh bien, on essaye de sentir, est-ce qu'il est prêt à discuter? Est-ce qu'il est prêt à ce qu'on trouve des solutions? Stopper les actes non appropriés, bien évidemment. Si l'enfant est en train de faire des trucs pas possibles, pour le coup, vous rappelez, le porte-avions, il limite, il cadre, il stoppe. Ça suffit, stop. Il s'agit de stopper un débordement comportemental et d'écouter ce qui est en train d'être en ébullition émotionnellement à l'intérieur de l'enfant. Bien évidemment, il faut agir, même physiquement. Et veiller à ne discuter qu'en situation d'apaisement suffisant. On n'est pas obligé de voir une espèce d'électroencéphalogramme, pas des émotions négatives, hein, c'est pas ça. Hein. C'est, on sent que malgré les émotions négatives, eh bien, il y a une discussion, il y a une écoute réciproque et des solutions vers lesquelles on peut cheminer. C'est ça l'idée. Alors, c'est important de rappeler que renforcer la sécurité dans le conflit, c'est suffisamment. Il faut trier les conflits. Il y a des conflits sur lesquels on dit, bon, c'est bon, allez, je vais gérer ça comme ça va être en vrac. Méthodologiquement, c'est n'importe quoi, mais c'est pas grave. Si c'est 20% des conflits que vous gérez comme ça, ou même 30% des conflits, dans la vie de tous les jours, il n'y a pas de souci. Par contre, trier les conflits. Il y a peut-être des différends où vous vous dites, ben, pour ce différent-là, pour ce problème-là, pour ce comportement d'enfant-là, pour cette situation sur laquelle on n'est pas d'accord, eh bien, je vais m'y attarder de façon un peu plus structurée. Ça, c'est votre décision, hein, c'est vous qui voyez. Ça peut être, oui, les chaussures de foot devant la porte, ça peut être la manière qu'il a de dessiner un peu n'importe où, je ne sais pas. Mais il y a des situations conflictuelles, vous vous dites, là, je vais m'y arrêter avec cet enfant et on va faire quelque chose ensemble. Donc, on n'est pas obligé de traiter toutes les situations conflictuelles à 100%, vous voyez, de la même manière. On peut sélectionner. Et donc, créer les conditions favorables à la gestion d'une situation conflictuelle, en disant, je vais m'y attarder, je vais mettre les situations, créer le contexte le plus favorable pour qu'on puisse cheminer ensemble, moi, adulte, et lui, enfant, sur cette situation-là. Et donc, la première chose que je vais faire, c'est la régulation émotionnelle.
Comment ça va de votre côté? Ouais, ok. Je continue alors. Pour le deuxième pilier du caregiving, c'est la proximité. Vous vous rappelez? Renforcer la sécurité dans le conflit, je me fais proche. Je vous rappelle la métaphore la plus utilisée pour pouvoir parler de la proximité, du besoin qu'a le tout petit de pouvoir se rapprocher ou sentir que sa figure d'attachement se rapproche. Et bien, c'est le porte-avions. Rappelez-vous, si le porte-avions envoie le petit avion en mission, c'est-à-dire en exploration, eh bien, au mieux, il lui donne la météo, au mieux, il crée les conditions favorables à son envol, au mieux, l'exploration sera favorable, au mieux, il prévoit les conditions de retour à la base. Eh bien, au plus, le petit avion aura plaisir à explorer, parce qu'il aura à l'intérieur de lui la certitude qu'il peut revenir se poser sur le porte-avions en cas de mauvaise météo, en cas de pépin technique, en cas de difficulté. Il n'a pas de doute sur sa possibilité de venir se poser sur le porte-avions, c'est-à-dire de revenir vers sa figure d'attachement, qu'il peut s'appuyer sur elle. Alors, si je me fais proche dans l'espace du conflit, eh bien, je favorise le retour à la base de sécurité. C'est dire, par ici, viens là. On n'est pas d'accord sur un truc là et on va en discuter. Je vais créer, alors on ne dit pas ça comme ça, hein, bien évidemment, mais je vais créer la situation la plus favorable pour qu'on trouve une solution ensemble. Reviens là. Et si vous sentez qu'un enfant est en train de se carapater, eh bien, vous allez bien évidemment suivre son tempo, mais à un moment donné, eh bien, il faudra quand même revenir à quelque chose d'une certaine proximité physique. Donc, je me fais présent. Je me fais présent. Nous ne sommes pas d'accord, nous avons un différend, mais je me fais présent sur les conflits que j'ai sélectionnés comme étant importants à gérer. Et je tente de le comprendre. La proximité, c'est aussi, je vous rappelle, la proximité psychologique. C'est comment est-ce que je peux, moi, parent, me parachuter dans son monde d'enfant et me dire, ah oui, mais c'est vrai, si j'étais à sa place, je pourrais me représenter effectivement son monde de sa place. Je pourrais. Alors, ça ne veut pas dire que j'y adhère, mais je peux me le représenter. Et c'est ça dont a besoin l'enfant, version caregiving proximité, c'est de sentir que son parent peut se représenter son point de vue. Il en a besoin, cet enfant. Il a même besoin que son parent lui dise, ah, donc je comprends bien, donc selon toi, c'est ça. Pour toi, c'est drôlement bien de faire comme ça. Pour toi, bah, c'est logique de faire comme ça. Ben oui. Alors moi, de ma place à moi, adulte, non, c'est pas logique du tout. Pour moi, c'est pas un truc approprié. Mais je peux comprendre que pour toi, effectivement, ce soit la priorité de faire comme ci ou comme ça. Donc, je tente de le comprendre, hein, ce qui n'est pas forcément toujours très facile. Hein. Ce n'est pas toujours facile de se parachuter dans le monde de l'autre et d'en prendre vraiment toutes les subtilités. Si je me fais proche, en bon porte-avions que je suis, hein, œuvrant pour une plus grande sécurité dans la relation, eh bien, je ne le laisse pas faire n'importe quoi. Rappelez-vous, le porte-avions, la figure d'attachement sécurisante, la base de sécurité sécurisante, elle va dire au petit avion, non, tu vas pas si loin, tu vas pas comme ça, tu n'as pas fait le plein, tu ne t'éloignes pas plus que ça, non, la météo risquerait de se gâter, tu vas être en danger. Donc la figure d'attachement qui est sécurisante, elle va pas le laisser faire n'importe quoi, elle va ramener l'enfant à dire, dis donc, ça, c'est pas possible, je peux pas te laisser faire comme ça ou dire comme ça ou formuler les choses comme ça. Cet agir-là n'est pas approprié. Ça, c'est très sécurisant pour l'enfant. Ça veut pas dire qu'on va négliger son éprouvé, pas du tout, mais c'est l'acte qu'on va freiner. Donc, en tant que base de sécurité, je me fais proche, je ramène l'enfant qui est en train de faire n'importe quoi et je le limite, je le cadre. Ça aussi, c'est très sécurisant.
Et j'accompagne l'exploration. Rappelez-vous, l'exploration, c'est l'extérieur, c'est ce qui se passe, c'est les faits, les événements, les règles, le mode d'emploi de notre société, mais c'est aussi l'exploration intérieure. C'est ce que je pense, ce que je m'imagine, ce que je voudrais, ce que je comprends, ce que je ne comprends pas, ce que je sais faire. C'est tout ça l'exploration. Et on peut regarder à l'intérieur de soi. Pour le troisième pilier, je me fais partenaire. J'adore cette photo. Et vous voyez, quand je cherchais des photos pour illustrer cette conférence sur Internet et qu'on tape conflit ou discussion parents-enfants, etc., eh bien, on n'a que des photos, des images comme ça, prêtes à l'emploi, où il y a quelque chose d'assez autoritaire. Hein, vous voyez, le doigt, il est pointé. Et je me dis, c'est pas forcément ça que je veux transmettre, hein, c'est même pas du tout ça que je veux transmettre. Mais à la limite, cette image, elle est plutôt intéressante. Donc, si je me fais partenaire, hein, je vais peut-être pas justement lever mon doigt parce que ça fait un petit peu attention, hein, stop, ça suffit. Hein, oui. Et là, on n'est pas trop partenaire. Alors, à un moment donné, quand il faut stopper le comportement d'un enfant, le doigt levé, effectivement, c'est approprié. Mais à un moment donné, il faut que le doigt se baisse. Il faut que la discussion s'installe. La discussion, la compréhension et la recherche, l'exploration de la situation qui nous pose problème entre moi et l'autre. Donc, à un moment donné, eh bien, il faut que je baisse mon doigt d'autorité et que je considère le point de vue de l'autre. Que je cherche à préciser mon point de vue aussi. Que je cherche les points communs que l'on a. Toi, tu as quelque chose, tu penses quelque chose, ou pour toi, il y a quelque chose qui est bien, eh bien oui, moi, ça aussi, je suis d'accord avec ça. Sur ça, on est d'accord. Sur d'autres choses, on n'est pas d'accord. Je constate les différences de point de vue, je hiérarchise mes priorités, et je cherche les priorités de l'autre. C'est quoi la priorité pour l'enfant, là? De quoi il aurait besoin, lui, spontanément? Vous voyez? Et je cherche à formuler les solutions, ou j'écoute les solutions qu'a l'enfant. Imaginons cet enfant, regardez, il a un Lego dans la main. Je me suis dit, tiens, il a 2 ans et demi, 3 ans, du haut de son petit âge, il a trouvé très rigolo de jeter en l'air, de jeter des Legos dans la pièce, etc. Et là, pour le coup, c'est impossible de faire un truc pareil pour la mère, qui brandit son doigt pour l'arrêter. Elle a raison. Sur l'instant, elle a raison. Parce que ça pourrait causer des dégâts. Mais à un moment donné, s'intéresser à ce qui se passe pour lui, à cet enfant, ça peut être intéressant aussi. Mais c'était quoi là le truc là pour toi? Tu prenais plaisir? C'était joyeux pour toi de balancer les Legos à travers la pièce comme ça? On cherche le point de vue. Et s'il est en mesure de le formuler, eh bien, c'est vraiment intéressant. En tout cas, on le met dans la posture où son opinion, qu'il arrive à la formuler ou pas, nous intéresse. Et on va y revenir tout à l'heure avec la slide sur le développement. Et je cherche à préciser mon point de vue aussi, en disant, mais moi, de mon côté, c'est pas possible que tu jettes les Legos comme ça à travers la pièce. Hein. Tu pourrais casser quelque chose. Il y a mes petits chats en cristal qui sont posés sur l'étagère. Il y a la vase de mémé. Non, il n'est absolument pas question que tu balances tes Legos comme ça. Donc, stopper, dire non, argumenter sur son point de vue. Mais par contre, peut-être que la priorité pour l'enfant, c'est de pouvoir, de façon joyeuse, balancer ses affaires en l'air, et pourquoi pas après tout. Mais par contre, c'est où est-ce qu'il peut se permettre ce genre d'acte qui pourrait être négocié. Et là, on cherche les points communs en disant, mais je comprends que tu aies envie de jeter tes jouets comme ça, c'est rigolo, effectivement, d'un point de vue moteur, c'est même très intéressant. Et puis, on appréhende les lois de la physique quand on jette les Legos en l'air et qu'on les regarde, et qu'on regarde comment ils atterrissent. Mais
Mais pour le coup, c'est peut-être pas l'endroit approprié et c'est là qu'on va pouvoir négocier. C'est quand est-ce que l'enfant est autorisé à le faire, avec quel objet il est autorisé à le faire, dans quelle pièce il est autorisé à le faire, est-ce qu'il a besoin de sortir dans le jardin ou au parc pour pouvoir le faire. Et on va chercher à s'entendre autour de mes priorités et de ses priorités à lui. Peut-être qu'il a des solutions à proposer. Ce qui va être gage de sécurité dans l'espace de la relation, c'est de pouvoir, là pour le coup, vraiment être en position de faire vivre l'altérité. Je ne suis pas d'accord, j'ai une fonction différente de toi, je suis ton parent, je suis ta figure d'attachement, je veille à ce qu'il y ait la sécurité dans la relation, c'est mon boulot, mais ton opinion m'intéresse, ton point de vue m'intéresse, tes besoins m'intéressent, et si tu peux me les formuler, eh bien, je serai à l'écoute et j'en tiendrai compte dans la mesure du possible de ma place à moi, avec ma fonction de base de sécurité. Et ça génère de la sécurité dans l'espace de la relation. C'est comment nous nous sommes chargés de notre différent et comment est-ce que ça vient renforcer le lien que l'on a entre soi et l'autre. Régulièrement, ce clic ne fonctionne pas. Voilà. Alors, renforcer la sécurité dans le conflit, je me fais partenaire et comme je vous disais tout à l'heure, eh bien, ça va être toujours, la théorie de l'attachement nous rappelle toujours qu'il va être question de l'âge développemental de l'enfant. C'est même pas seulement l'âge chronologique qui nous intéresse, c'est l'âge développemental. On ne va pas gérer une situation conflictuelle avec des petits de 2, 3, 4 ans, voyez, comme on va s'y attarder à partir de 5 ans, 7 ans, 9 ans, 10 ans. Parce que le développement langagier, neurologique, cognitif, n'est pas du tout le même. Donc là, on va pouvoir prêter des paroles, nommer les émotions, formuler ce que l'on s'imagine du monde interne de l'enfant. Et surtout, on ne va pas lui demander de se réguler par lui-même, on ne va pas lui demander de se stopper par lui-même, on ne va pas lui demander forcément de respecter les choses de façon constante, parfaite, immédiate. On va être garant de son comportement et de ses agirs. Et s'il n'arrive pas à se maîtriser, eh bien, on est là pour le freiner et pour le remettre le plus possible dans un comportement approprié. Chose qu'on va beaucoup moins faire lorsque l'enfant a 5 ans. À 5 ans, en âge développemental, il est suffisamment abouti pour avoir logiquement une certaine capacité de compréhension de ce qui l'entoure, une certaine capacité à se réguler et à arrêter son geste ou son comportement dans certaines situations. À 8 ans, 9 ans, l'enfant est vraiment en possession de ses moyens langagiers et il est en train de cheminer vers une capacité d'abstraction. Et là, pour le coup, quand l'enfant est arrivé à 9-10 ans, eh bien, il peut réfléchir sur les choses, il peut réfléchir sur un certain nombre de paramètres d'un problème, vous voyez, et chose qu'un enfant de 4 ans ne pourra pas faire. Donc, c'est très important. Si je veux mettre, moi, parent, figure d'attachement, je veux mettre de la sécurité dans la relation et que l'outil, la situation relationnelle, conflit et la situation privilégiée, j'en ai conscience, et je l'aborde d'une façon la plus méthodologique possible, eh bien, je vais forcément tenir compte du développement de l'enfant que j'ai en face de moi. Vaut mieux.
Pensez son approche. Je vous rappelle que un caregiving, une des dimensions d'un caregiving sécurisant, c'est la prévisibilité. Se rendre prévisible aux yeux d'un enfant. Et là, je pourrais même me extrapoler au niveau de toutes les relations, relation à son conjoint, relation à son parent, toutes les relations qui comptent au quotidien, les relations sur lesquelles on s'appuie pour pouvoir vivre des instants significatifs. Eh bien, une dimension qui est favorable à la sécurité, c'est la prévisibilité. Au plus, je suis assez constante dans mes façons d'aborder les situations conflictuelles, au plus, je peux expliquer à l'autre, quel qu'il soit, enfant, adulte, partenaire, le pourquoi je m'y prends comme ci ou le pourquoi je m'y prends plutôt comme ça. Au plus, je suis quelqu'un de sécurisant. J'utilise, on va pas s'y attarder de façon très profonde dans cet outil-là, mais j'utilise un modèle de Didier Noyer que j'aime bien. Un Didier Noyer qui a schématisé un certain nombre d'outils sur la situation du conflit et de la coopération. Et j'aime bien cet outil parce que visuellement, je trouve ça plutôt... ça permet de se repérer lorsque l'on veut réfléchir à son approche d'une situation conflictuelle. Il nous dit, Didier Noyer, il nous dit d'abord se poser la question de l'importance du résultat. Qu'est-ce que je veux? À quel point le résultat est important pour moi? Et le deuxième axe de réflexion qu'il nous propose, eh bien, attendez, oh là là, ça ne se passe pas comme je voulais. Il y a un deuxième axe en bas et c'est préserver la relation. Je vous le présente dans une minute. L'importance du résultat, donc mes petites encoches rouges pour signifier qu'on peut avoir besoin d'aboutir à un résultat de façon très importante. On peut avoir besoin d'y accéder, ma foi, moyennement. On peut revoir un petit peu ses objectifs dans l'espace d'une situation conflictuelle. Voilà, on dit bon, ok, je veux bien lâcher sur un certain nombre de choses, mais il y a d'autres choses sur lesquelles je n'ai pas envie de lâcher. Ou alors, carrément tout en bas, eh bien, on peut décider à un moment donné de négliger une situation problématique et de ne plus avoir envie d'aboutir à quoi que ce soit. C'est tout à fait faisable. Sur l'axe il y a un... Ah, mais c'est parce que... Je ne voyais pas préserver la relation, le mot. C'est parce que les encarts de Zoom avec vos têtes eh bien, étaient sur le mot. Donc, préserver la relation sur cet axe horizontal, eh bien, Didier Noyer nous propose de réfléchir sur cet axe. Est-ce que je vais supporter sur ce conflit-là de malmener la relation ou est-ce que j'ai besoin sur ce conflit-là, avec cette personne-là, de préserver la relation. Et il dit, eh bien, il y a un intérêt à se poser la question, à quel point est-ce que je suis prêt à brasser un peu l'autre et la relation. Et il nous encourage à nous situer par rapport à ces axes, à ces degrés. Si c'est plutôt du côté gauche, eh bien, oui, non, je n'ai pas envie spécialement de préserver la relation. C'est-à-dire que si la relation est malmenée, ma foi, sur le coup, sur cette situation problématique, ça ne me pose pas trop de problèmes. Là, au milieu, je veux pas trop quand même brasser la relation. J'ai envie de faire un peu attention quand même. Et puis de l'autre côté, là, c'est vraiment, je veux préserver la relation à l'enfant, à l'autre, à mon conjoint, à la personne qui compte. Sur cette question-là, je pense qu'il faut qu'on se ménage. Et cela va donner différentes approches de la situation conflictuelle. Une affirmation de ma décision où je dis c'est comme ça et pas autrement. Une collaboration où il va y avoir une co-construction lente et progressive de la solution ensemble.
Une situation de compromis, c'est plus du donnant-donnant, vendeur de tapis, on aboutit rapidement à la solution. Un évitement, c'est une stratégie comme une autre en disant moi, je n'ai pas envie de m'occuper de ce problème-là. Ouais, je n'ai même plus envie d'avoir d'objectif, d'aboutir à quoi que ce soit. Je ne peux pas m'occuper de cette situation. Cela néglige la relation parce que l'autre, il reste un petit peu les bras ballants face à une situation problématique, mais vous décidez de ne pas vous en occuper. C'est une stratégie tout à fait louable aussi. Ou bien, il y a la dernière stratégie possible, approche du conflit, qui serait du côté de l'accommodation, c'est-à-dire je donne la priorité à la relation, je donne vraiment mon énergie sincèrement pour cheminer vers la solution selon l'autre, je m'accommode à l'autre parce que je veux préserver la relation et j'oublie, je laisse de côté mes objectifs, mes priorités à moi dans ce différent. Ça peut être un choix à un moment donné. C'est une très bonne approche. La question qu'on va se poser, c'est quelles sont les approches qui génèrent le plus de sécurité dans la relation? Affirmer ma décision, c'est-à-dire je dis à l'autre, à l'enfant ou à l'autre personne envers laquelle je suis engagée, qui est une personne significative pour moi, je peux très bien lui dire, non, c'est comme ça, c'est pas autrement. J'ai un pouvoir de décision, j'ai un pouvoir quand même d'action pour le coup. Mais si je favorise cette approche-là, eh bien, regardez, je néglige la relation. Le curseur nous amène ici sur la ligne de la préservation de la relation. Donc, si je dois à un moment donné poser un acte d'autorité avec cet autre, il faut que je le fasse en conscience, que je malmène la relation. Je peux, du fait de mon approche du conflit, je peux provoquer des émotions négatives dans la relation. Donc, ça veut dire que cette façon d'agir avec l'autre, c'est comme ça et pas autrement. Je ne veux pas le savoir. J'ai un pouvoir de décision, j'ai un pouvoir d'action. Et ma façon de gérer la situation problématique, elle est comme ça et pas autrement. C'est ça ma affirmation de la décision. Eh bien, ça veut dire que ça va pas être très sécurisant en fin de compte. Parce qu'on ne retrouve pas cette idée de l'altérité, ni de la discussion. Et cette posture, cette approche du conflit, elle va plutôt générer des émotions négatives. Alors, si à un moment donné, en tant que partenaire de vie ou figure d'attachement d'un enfant, c'est comme ça et pas autrement, c'est ma décision, eh bien, il faut que j'ai conscience que il faudrait que je sois un peu sensible, un peu bienveillante pour comprendre que pour l'autre, c'est quand même assez désagréable ce que je suis en train de poser comme approche du conflit. Et il ne faudrait pas que ce soit la seule approche que j'ai dans la relation avec cet autre. Si c'est toujours ce mode-là que je choisis en tant que parent, en tant que partenaire de vie, eh bien, je vais plutôt générer de l'insécurité et du désagrément émotionnel pour l'autre. Pareil pour l'évitement. J'évite le conflit, je ne demande rien, pas d'aboutissement du résultat. Eh bien, cela va créer du désagrément et le conflit va rester en l'état. Alors, lorsqu'un conflit n'est pas très important, ça peut être une très bonne stratégie. Pas important pour vous, ce n'est pas la priorité, vous êtes occupé à autre chose, vous n'êtes pas disponible pour ça. La stratégie de l'évitement, cette approche de la situation conflictuelle, l'évitement, c'est une bonne approche. Mais si c'est systématiquement cette approche du conflit que je choisis, elle va être particulièrement insécurisante. L'accommodation, je donne tout ce que je peux à l'autre. Mais pour le coup, je ne fais pas vivre l'altérité. Il y a aussi c'est décalé, vous voyez. Je vais donner plus d'attention aux problèmes selon l'autre, aux solutions selon l'autre, aux choix et aux priorités selon l'autre pour résoudre le conflit. Sur l'instant, ça peut être sécurisant, mais si c'est systématiquement cette approche du conflit que je choisis, je ne suis pas sûre que je vais générer de la sécurité dans la relation.
parce que je ne fais pas vivre l'altérité et que l'autre ne peut pas se cogner un peu à moi pour sentir que je existe aussi autant et que je ai autant de valeur que lui. Et que c'est l'altérité qui fait la sécurité. La posture de la collaboration, c'est la posture, l'approche du conflit qui est la plus empreinte de sécurité, de régulation, de créativité. Mais ça n'est pas l'approche du conflit qui peut être utilisée pour tous les conflits. Il faut bien en avoir conscience. Il y a des choses sur lesquelles, eh bien, on va plutôt axer sur le compromis, donnant, donnant. Tu fais ça, moi je fais ça. Toi, tu arrêtes de faire ça. Moi, ok, je revois un petit peu ma façon de faire auprès de toi. Donnant, donnant. C'est efficace, mais pour le coup, tout le monde est un petit peu frustré et la relation est un petit peu malmenée. Parfois, c'est nécessaire, mais il ne faudrait pas non plus que ce soit toujours, perpétuellement, le donnant-donnant qui soit le maître mot de mon approche du conflit. Je dirais que, en conscience, pouvoir se déplacer, choisir, se positionner sur une approche plutôt qu'une autre dans l'espace d'une même relation, eh bien, c'est peut-être ça qui va être assez sécurisant. Et pouvoir dire et formuler à cet autre, bah, tu vois, là, pour le problème sur lequel on n'est pas d'accord, eh bien, aujourd'hui, j'ai envie de m'accommoder à toi, j'ai envie de faire comme tu veux, parce que c'est le fait que tu sois content et en sécurité qui compte pour moi, là, sur ce problème-là. Ça ne veut pas dire que le lendemain, pour un autre problème, vous n'allez pas choisir une autre approche. Et vous pourrez l'expliquer et l'argumenter. À la fin de cette conférence, je vous donne les références du livre de Didier Noyer, si vous avez envie de creuser. Ce modèle est extrêmement riche, hein, et pour le coup, on aurait le temps, on pourrait vraiment y passer facilement 1 heure et demie, voire 2 heures, pour pouvoir décortiquer chaque approche du conflit. Là, je vous ouvre une fenêtre. Et je dirais que l'intérêt, c'est de pouvoir extirper de ce modèle la question de quand j'approche le conflit avec un certain mode relationnel ou un mode de résolution, eh bien, je vais générer ou pas de la sécurité, je vais générer ou pas de la régulation émotionnelle et l'avoir en conscience. Alors, j'aime pas trop dire, vous voyez, il faut faire ci, il faut faire cela, etc. Mais néanmoins, avoir quelques repères de temps en temps de, eh bien, ce qu'il faudrait limiter dans l'espace de la relation. Alors, à l'enfant en priorité, mais à un autre qui compte euh, tout autant. C'est tout ce qui va dire si tu es fâché, je ne veux pas te voir. Si tu es en colère contre moi, je ne veux pas le savoir. Ça ne m'intéresse pas. Vous voyez, tout ce qui va être quelque chose qui refuse la discussion, qui refuse l'émotion négative et qui refuse la recherche de solutions ensemble dans la co-construction. C'est à limiter. Il y a des fois, on ne peut pas faire autrement que de dire ça suffit, stop, tu vas dans ta chambre, stop, ça suffit, tu t'arrêtes, tu fais. Voilà. Mais si c'est la seule réponse que l'on donne à l'autre, ton émotion négative et ton point de vue ne m'intéressent pas, quand tu es fâché contre moi, je ne te veux pas dans la relation, eh bien, ça va être particulièrement insécurisant. Et pour le coup, je n'ai pas besoin de faire des grands discours pour que vous sentiez que le narcissisme, c'est-à-dire l'estime de soi, est impacté dans cet espace. À éviter absolument, et pour le coup, j'adore cette image, c'est de terroriser l'enfant dans l'espace de la relation ou de terroriser l'autre. On peut très bien terroriser son conjoint lorsque la situation conflictuelle se présente, eh bien, se transformer en une espèce de monstre incontrôlable et qui terrorise.
Alors, pour l'enfant, cela crée la désorganisation psychique, celle que j'ai évoquée dans la deuxième, dans la première et dans la deuxième conférence. Je vous y renvoie. Des peurs qui sont sans solution à l'intérieur de lui et qui vraiment le mettent dans une situation de dénuement en termes de solution et de régulation émotionnelle. Donc, terroriser l'enfant en situation conflictuelle, c'est à éviter absolument. Rabaisser l'enfant lorsqu'il est en colère ou quand il est triste, rabaisser son émotion ou ridiculiser son émotion. Oh là là, mais qu'est-ce qu'elle est sensible, celle-là, oh là là, etc. Enfin, vous voyez, des termes, oh dis donc, mais un garçon, ça pleure pas, non mais oh, t'es pas un super-héros. Hein, voilà. Eh bien, ça, pour le coup, il faut éviter absolument. Ça ne fait que des dégâts narcissiques. L'estime de soi est forcément impactée. Et pour le coup, ça crée beaucoup d'insécurité chez l'enfant. Lui demander prématurément de se contrôler, ça peut être très effrayant aussi. Être confronté à une situation quand on est un tout petit, quand on n'est pas encore assez évolué, eh bien, être confronté à une situation où on ne va pas y arriver, eh bien, ça peut être particulièrement angoissant et terrorisant. Lui faire vivre qu'il est monstrueux s'il n'est pas d'accord, ça aussi, pour le coup, c'est à éviter absolument. La menace, laisser planer l'idée d'une sanction qui va arriver, je ne sais où, je ne sais quand, je ne sais sous quelle forme, mais elle va tomber, c'est vraiment à éviter. Parce que ça crée une insécurité effroyable, quelque chose d'assez terrorisant, vous voyez ce monstre, à l'intérieur de l'enfant. Je vous rappelle que la désorganisation psychique et la désorganisation émotionnelle ou les traumatismes d'attachement, c'est lorsque l'enfant se retrouve à l'intérieur de son monde avec cette impression qu'il est le petit enfant, tout petit, démuni, sans solution, et il est aussi monstrueux. Son monde intérieur le terrorise. L'effrayer et couper le lien en cas de désaccord, couper, nier l'existence de son enfant, nier l'existence de l'autre, c'est particulièrement désorganisant aussi. On revient vers la sécurité. On imagine que cette mère est en train d'exprimer son point de vue, mais que juste après, son adolescente aura l'occasion de s'exprimer elle aussi. Pour résumer, favoriser la lenteur. Si on choisit d'aborder une situation conflictuelle, eh bien, l'intérêt, c'est pas d'y passer non plus 3 semaines, bien évidemment, mais c'est de prendre le temps. Vouloir arriver rapidement à des solutions concrètes, efficaces, réglées, eh ben, c'est pas forcément gage de qualité relationnelle. On a peut-être l'impression, dans les faits, d'aboutir à une solution, mais d'un point de vue de la relation, eh bien, c'est pas dit qu'on n'ait pas pu faire mieux. Donc, la lenteur, le fait de prendre le temps pour avancer ensemble vers des solutions, ça peut être intéressant d'un point de vue de la sécurité. L'écoute. Alors, l'écoute, c'est pas oui, oui, j'entends, mais c'est pas l'écoute, ça. Et nous, les adultes, on fait très souvent ça. Hein. Enfin, les adultes vis-à-vis d'un enfant ou les adultes entre nous, on va écouter vite fait ce que l'autre a à dire, mais on va surtout écouter ses propres arguments et on est prêt à les dégainer dans l'espace du conflit. Une vraie écoute, c'est vraiment le temps que je donne à l'autre pour vraiment le rejoindre dans ce qu'il vit, dans ce qu'il conçoit, dans ce qu'il voudrait, dans ce qu'il n'aime pas, dans ce qu'il préfère, etc. Et c'est vraiment l'écoute que je vais me donner et l'espace d'écoute que je vais solliciter pour dire, j'ai besoin de dire vraiment quel est mon point de vue, de quoi j'ai besoin, et vraiment réclamer l'écoute de l'autre. Mais il faut que ce soit réciproque. L'expression des faits, de sa place à soi, ce qui va permettre d'être le moins possible dans du jugement ou dans des commentaires qui vont être désobligeants,
c'est de rester sur les faits. Qu'est-ce qui s'est passé? Pour moi, de ma place à moi, j'ai vu ça. Pour moi, j'ai constaté ça. Pour moi, je me suis dit ça. Et c'est ça les faits. Et de chercher les faits selon l'autre aussi. Ce qui va être empreint de sécurité dans l'espace du conflit, c'est l'empathie. On revient à la sensibilité. Au mieux, j'écoute une situation conflictuelle avec mon cœur, avec mes tripes, avec mon corps, avec cet espace humain qui est l'émotion. Eh bien, au mieux, je mets de la sécurité dans l'espace de la relation. La recherche de solutions réciproques et revenir sur le problème et nommer les progressions. Donner du temps à un conflit, c'est y revenir encore, pour vérifier, est-ce que ça te va? Est-ce qu'on a trouvé les bonnes solutions ensemble? Est-ce qu'il faut encore en parler? Est-ce que tu es encore vexé de ce qui s'est passé? Est-ce que tu es encore en colère, etc. Ou dire, tu sais, moi, il me reste un petit truc quand même sur le cœur. Et même si ça fait quelques jours qu'on a réglé le problème, se donner la possibilité de revenir sur le différend, le conflit, pour pouvoir entretenir la régulation et toujours s'ajuster. Et toujours avec l'autre, c'est encore mieux. Les bénéfices pour l'enfant, alors pour le coup, là, je reviens sur l'enfant et pas seulement toute relation. Eh bien, qu'est-ce qu'on permet à l'enfant de développer lorsqu'on est plutôt dans un caregiving sécurisant? Eh bien, c'est une confiance en son jugement. Eh bien oui, s'il a eu l'habitude régulièrement, sans qu'il y ait d'enjeu dramatique, de pouvoir faire les contours de son point de vue, de sa perception, de la confronter à l'autre, et que c'est sans danger, et qu'il peut même changer de point de vue, il peut modifier sa perception, parce que l'autre va avoir un témoignage, etc. Eh bien, cela donne de la confiance par rapport à son jugement. Il va gagner en capacité régulatrice. Au plus on permet aux émotions négatives de vivre, d'être identifiées, d'être prises en compte et d'être accompagnées à la régulation, au plus on aide un enfant à développer ses capacités pour lui-même à l'intérieur de lui. On va le soutenir à un plus grand discernement. Forcément, il est plus en mesure d'avoir des perceptions nuancées, des opinions nuancées aussi, et pouvoir se décaler d'une situation, parce qu'au niveau émotionnel, il y a plus d'aptitude à se réguler, donc on peut plus facilement se détacher d'une situation problématique et avoir du discernement. Il apprend à dire non, et c'est utile de savoir dire non dans la vie. Il garde l'estime de lui, même en situation adverse. Il réfléchit mieux à ses comportements. Forcément, il est plus en mesure de les penser, de les repérer, de voir les comportements de l'autre, parce qu'on lui a fait vivre à travers le conflit quotidiennement que l'on pouvait parler de ça. Ça peut se formuler. Il trouve des solutions par lui-même. Ce sont des enfants qui développent à l'intérieur d'eux de grandes capacités de création de solutions. Et il peut demander de l'aide. Pour le coup, je pense que dans une vie, c'est aussi très important de pouvoir demander de l'aide lorsqu'on se sent en difficulté. Ça fait 1h30 que nous sommes en train de délayer ce sujet passionnant du conflit. J'espère que je ne vous ai pas épuisé, que je n'ai pas épuisé votre capacité d'attention. Je vais juste finir sur ce modèle bref. Finir, c'est pas dit. C'est le modèle le plus significatif sur lequel je vais m'attarder ce soir. C'est le parenting style dont je vous avais parlé en intro. Et en fait, c'est Diana Bobrind qui a bâti cette map pour pouvoir positionner toutes les postures parentales possibles. Et elle a choisi 2 axes pour ça. L'axe de la réactivité, un parent réactif ou un parent peu réactif à son enfant. Et l'autre axe, la froideur affective ou la chaleur affective. Et cela donne 4 postures différentes, 4 comportements parentaux différents. Beaucoup de réactivité,
Alors là, c'est caricatural, hein, mais je le fais exprès. Mais ça pourrait être plus subtil, notre approche. Mais là, pour le coup, si on fait juste une photo de ce modèle pour pouvoir avoir des repères, de façon caricaturale, voilà ce que cela donne. Un parent réactif, mais dans une froideur affective, on va tomber dans l'autoritarisme. Tu fais ça, tu obéis, je ne veux pas le savoir, il n'y a pas d'émotion, contrôle tes émotions. Si je suis un parent plutôt peu réactif et dans une froideur affective, eh bien, il va y avoir de l'indifférence. Il n'y a pas la confrontation émotionnelle, relationnelle suffisante pour qu'il y ait du relief à la relation. Ça va être quelque chose d'assez pauvre et d'assez lisse, une espèce d'indifférence à soi, à l'autre et à tout ce qui peut faire la vie, la confrontation de deux individus. Si je suis un parent peu réactif, mais dans une grande chaleur affective, eh bien, je vais être dans une posture plutôt qu'elle a appelée permissive. Bah oui, vas-y, fais, mais je t'en prie, mais ne te pose pas de questions, mais je t'aime, quoi que tu fasses, c'est super, etc. Pour le coup, ça n'est pas forcément très sécurisant. Pas forcément. L'enfant, il a besoin quand même d'un peu de réactivité. C'est ce que ce modèle nous montre, c'est que la posture qui va être la plus sécurisante, c'est celle où le parent est réactif et aussi dans une chaleur affective, c'est-à-dire où les émotions vont pouvoir vivre suffisamment. Voilà ce que ça donne en détail. Mais pour le coup, ce modèle aussi mériterait qu'on s'y attarde de façon bien plus approfondie. Vous pouvez le retrouver sur Internet et vous y pencher d'ailleurs. Eh bien, c'est un parent donc attentionné et attentif qui pose des limites adaptées au développement de l'enfant, qui guide, oriente et soutient et qui communique de façon ouverte. Il fait vivre l'altérité, la valeur respective. Pour le coup, on retrouve les notions que j'ai déjà abordées. Il va être ce parent plus dans la négociation, dans la recherche de compromis. Il porte un secours émotionnel. Il accueille de façon inconditionnelle son enfant et il est présent et non intrusif. Si on revient brièvement, il n'y a plus que 4-5 slides sur la sécurité dans le conflit à tous les âges de la vie, puisque pour le coup, c'était le titre de cette conférence. Eh bien, quel que soit l'âge que l'on a, et que ce soit en couple ou avec ses parents, ce sont les deux images que j'ai choisi d'afficher, au plus on favorise l'altérité, c'est-à-dire la compréhension réciproque, nous n'avons pas la même perception, mais nous avons autant de valeur, soit que l'autre, eh bien, cela favorisera de la sécurité. Au plus on évite les jugements, et surtout les jugements négatifs de l'autre ou de soi, au plus on met de la sécurité. Au plus, je préfère les faits et les solutions plutôt que les jugements ou les interprétations. Au plus, je mets de la sécurité. Au plus, je suis dans la régulation, l'acceptation, l'accueil, le respect des émotions négatives, même si c'est difficile, même si c'est désagréable, et c'est une émotion négative, elle est forcément désagréable, on ne les aime pas trop, mais au plus je les respecte dans leur besoin de vivre, au plus je mets de la sécurité. Au plus, je confronte les solutions selon moi et les solutions selon l'autre, au plus je mets de la sécurité. Et au plus je me permets de cheminer avec l'autre, au plus je mets de la sécurité dans l'espace de la relation. Vous vous rappelez, c'est un petit peu mon dada, c'est les paroles qui s'enracinent. Nous sommes des êtres de paroles et il y a des paroles que vous avez certainement entendues dans votre existence et qui vous ont marqué. Certaines vous ont marqué de façon très positive, mais d'autres certainement vous ont marqué de façon très douloureuse. Et ces paroles peuvent être enracinées en vous.
Alors, par rapport au conflit, eh bien, si on a des paroles à prononcer, des paroles qui vont s'enraciner dans l'enfant et qui vont être plutôt gage de sécurité, eh bien, ce sont par exemple celles-là. On a le droit de ne pas être d'accord. Notre lien est plus fort que le différent. Je serai là pour toi même si je ne suis pas de ton point de vue. Même en colère, je t'accueille. Ce que tu as à me dire m'intéresse. Voyons voir comment on pourrait se mettre d'accord. Même fâché, je ne te laisserai pas faire n'importe quoi. Le conflit en bref, c'est ma conclusion. Le conflit peut être une opportunité. Il peut vivre, prendre naissance, se déployer et se faire oublier. Si on le laisse vivre, il peut laisser derrière lui des leçons incarnées. C'est vraiment l'enfant ou même soi. On met à l'intérieur de soi des choses plutôt intéressantes, bonnes, fondatrices d'identité, fondatrices de certitude, fondatrices de confiance. C'est possible si on y met un peu de méthodologie et un peu de conscience. Peut-être régulateur d'émotions et de relations. C'est vraiment l'endroit où on va pouvoir ajuster. Une relation n'est jamais figée. Elle évolue, elle se transforme. C'est la vie, on est comme ça. Et il peut soutenir les fondations d'un être et la transformation d'un lien d'attachement. Quelle que soit l'histoire de la relation, à travers le conflit, ça peut être l'occasion de pouvoir restaurer quelque chose, restaurer, soigner, penser, rétablir, renforcer un lien, et ce, tout au long d'une vie. Voilà, j'ai abouti 1h40. J'espère que ça va. Magnifique conférence. Oui, très très bien. Ah, Didier Noyer, ça s'écrit comme ça. Je l'écris avec le R. Comme c'est pas de la Donc, sur cette dernière diapo, je vous ai mis quelques références bibliographique, dis-moi qui tu aimes et je te dirai qui tu es. Pour le coup, on y retrouve dans ce livre de Marc Pistorio que j'aime beaucoup. C'est foisonnant de détails, d'exemples, et ça parle principalement du couple, version attachement, stratégie adaptative et comment mettre plus de sécurité dans le couple. Il y a un chapitre au départ de ce livre qui concerne vraiment le développement de l'attachement, du lien d'attachement, la construction du lien d'attachement dans la petite enfance, et c'est troublant de clarté. Donc, si vous avez un livre à lire, c'est celui-là. Pour le coup, il est multi-emploi. Didier Noyer, c'est de l'affrontement à la coopération. C'est le fameux modèle que je vous ai montré tout à l'heure avec les 2 axes de réflexion. Petit cahier d'exercice d'intelligence émotionnelle, eh bien, au mieux, on se familiarise avec l'aspect émotionnel de l'humain. Eh bien, au plus, on devient moins impressionnable lorsque l'émotion négative se pointe. Et puis, petit cahier d'exercice de communication non violente. J'aime bien la communication non violente. Ça donne un peu de méthodologie quand même pour pouvoir aborder les situations conflictuelles. Et puis, mes coordonnées, comme promis. Vous pouvez me joindre si vous avez quelque chose à me dire ou à me demander.